Bonjour à tous et re-bienvenue à notre 7e épisode de notre podcast Mariée au marché. Moi, c'est Laura. Danny. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est un peu plate. Mais on nous pose souvent cette question-là. Il faut en parler. C'est important. En tout cas, notre personne de marketing nous a dit Laura et Danny, vous devez poster ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, mon amour? On va parler de la mise en marché d'une propriété. Ouais. Les étapes. Les étapes reliées à la vente d'une propriété, mais vraiment là, de A à Z, là, de comme le tout début, ça vient de vous popper dans la tête que vous voulez vendre, jusqu'à la fin de c'est finalement vendu. C'est quoi chaque étape, à quoi vous attendre pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est bon? C'est bon, ça? Parfait. Fait qu'on va commencer. Donc, On commence avec quoi? C'est ça commence avec quoi? Parce que des fois, les gens, ils savent pas par où commencer, justement. Là, moi, je viens de penser dans ma tête, hey, ça serait le fun de vendre notre maison à $ des Ormeaux. Qu'est-ce que je devrais faire, mon amour? Tu devrais la faire évaluer. Ding, ding, ding! OK, fait que, on l'a fait évaluer. Comment est-ce qu'on fait évaluer une propriété? Bien, il y a 2 différents types d'évaluation. Il y a un évaluateur agréé, mais qui ne va pas t'aider avec la vente de ta propriété. Ça, c'est plus pour un refinancement de la banque. Si tu veux réellement vendre ta propriété, tu devrais engager nous. Non, Un courtier. Un courtier, exactement. Puis, il y a plusieurs méthodes pour évaluer une propriété. Mais de base, ce que chaque courtier vont regarder, ça va être dans votre quartier, à aller chercher des maisons qui sont similaires. By the way, il n'y a pas une maison qui est pareille. OK? Même s'ils se ressemblent, ils ne sont pas 100% identiques, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'un évaluateur agréé va quand même se garder une marge de manœuvre de 5%. C'est impossible. C'est pas une science qui est exacte, évaluer une maison, un condo, un plex, de mettre le doigt directement sur un prix pour dire ta maison vaut 667 228. C'est impossible. Donc, la manière de procéder, c'est d'aller chercher les comparables les plus proches, les comparables vendus. Après ça, on va regarder qu'est-ce qui est à vendre, la compétition. Puis on va aller voir aussi s'il y a des mandats qui ont expiré. Des gens qui ont essayé de vendre leur maison, qui ont fait une mise en marché X, Y, Z, puis ça n'a pas fonctionné. Ça fait que les 3 points, ce qui a été vendu dans votre quartier, ce qui est à vendre, la compétition hyper important, et les expirés. Super important, effectivement. C'est super important. Puis un bon courtier là, va vraiment prendre le temps de bien t'expliquer le marché actuel et à quoi vous attendre. Tu sais, donc, c'est plus le marché de la COVID. C'est pas vrai que les propriétés se vendent nécessairement en une fin de semaine. Il y a des quartiers qui sont plus chauds que d'autres, mais il faut se dire les vraies choses. Puis ça, c'est important de commencer une relation d'affaires avec votre courtier sur des bonnes bases solides de la vérité, tu sais. La confiance. Puis je dois juste mentionner quelque chose, tu sais, quand on évalue la propriété des clients, c'est toujours touché parce que vous habitez cette maison-là, vous l'aimez, votre maison. Et, tu sais, nous, on va venir vous mettre un prix dessus. Tu sais, et pour vous, votre maison, elle n'a pas de valeur dans un certain sens. It's priceless pour vous. Donc, l'évaluation, c'est important. Puis faut se dire les vraies choses dès le départ. Faut pas vendre du rêve. Je pense que c'est vraiment super important. On le dit, on vend pas du rêve, on vend des maisons ici. On va se dire les vraies choses. Fait que l'évaluation, c'est la première chose. Puis, je pense qu'il y a aussi un côté qui vient un peu en même temps, qui est relié à l'évaluation de la propriété. Ça dépend c'est quoi votre projet. Est-ce que vous avez le projet de vendre pour aller en résidence, déménager, sortir de la province, aller en location, ou est-ce qu'on doit vraiment se racheter quelque chose d'autre? Et si on doit se racheter quelque chose d'autre, surtout si c'est quelque chose de plus gros en plus, on veut s'assurer que le projet est viable. Ça, c'est super important. Donc, quand vous allez faire évaluer votre propriété par le courtier de votre choix, ben, vous allez également lui demander si ce que vous désirez acheter est dans votre budget et vous allez vérifier avec la banque si vous pouvez vous permettre d'acheter cette propriété-là basée sur le prix que vous allez vendre votre propriété selon ce que le courtier vous a réalistiquement dit qu'il vaut. Ouais.
Ça, c'est important parce que, tu sais, si, exemple, le courtier, vous dites, ben moi, je veux vendre ma maison à 900 000, mais elle vaut peut-être pas 900 000, mais vous voulez 900 000, puis que vous dites à la banque qu'elle va se vendre 900 000, mais finalement, le courtier, lui, il vous a dit que ça valait réellement plus autour de 825, ben vous risquez d'avoir une méchante surprise quand vous allez racheter, puis que finalement, ça passe pas à la banque parce qu'il vous manque justement un morceau de votre mise de fonds. Définitivement. Fait que ça, c'est important. Puis, j'ai juste mentionné, tu sais, on a fait une transaction récemment où les clients, il y avait un condo proche de Saint-Henri, un petit condo, ils veulent acheter une maison. Puis c'est ça, on a dû faire les calculs avec eux, vraiment voir, OK, on vend à ce prix-là, c'est quoi le minimum qu'on peut vendre pour s'assurer que le projet est toujours viable. Fait que, comme ça, tu sais, on fait ça pas pour rien. Tu sais, on veut pas que vous vous retrouviez à la rue. Donc, deuxième étape, se faire préqualifier par un courtier hypothécaire. Si vous rachetez, oui. Donc, troisième étape. Maintenant, on a décidé, bon, c'est good, le projet est viable, on le fait. On doit tout préparer. OK? Yes. C'est important. La préparation, là, c'est prendre la clé pour une réussite dans la vente. Il y a un quote que j'aime beaucoup de Abraham Lincoln, puis là, je vais peut-être la foirer, là, mais c'est « If you give me 4 hours or 5 hours to cut down a tree, si vous me donnez 4 ou 5 heures pour couper un arbre, je vais prendre les premières 3 heures pour aiguiser mon couteau. » pour le couper, tu sais. Fait que c'est important de bien préparer les choses parce que ça va aider dans la vente. Donc, on prépare les documents. Toute la documentation qui est à jour. Puis il y a une différence aussi. C'est sûr que pour une propriété, une maison unifamiliale, il y en a un peu moins. OK? Certificat de localisation, ça nous en prend un qui est récent, moins de 10 ans, qui reflète l'état actuel de la propriété. Super, super important. Vous avez fait des changements, vous avez fait un nouveau balcon, une terrasse, vous avez mis une piscine. Il faut le changer, ça n'en prend un nouveau, c'est sûr et certain. Si c'est de la copropriété, là, on tombe dans beaucoup de paperasse, puis ça prend des courtiers qui les connaissent, qui prennent le temps de les lire aussi pour aider à mieux vendre la propriété. 100%. Parce que la documentation de copropriété, il y a tellement de nouveaux règlements qui sont sortis dans la copropriété aujourd'hui que malheureusement, il n'y a pas tous les condos qui sont à jour. Souvent, on va rencontrer des vendeurs, puis écoute, cordonnier mal chaussé, j'ai un condo, puis j'assiste pas à tous mes meetings de copropriété. Je regarde les courriels, mais même à ça, tu sais, si tu vends pas, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement pas au courant de ce qui se passe dans leur condo, à part s'ils doivent payer quelque chose. Là, ils savent. Là, ils savent, j'ai une cotisation spéciale. Mais à part de ça, là, souvent, tu sais, c'est quoi leurs états financiers? Est-ce qu'ils sont à jour avec les nouveaux règlements, l'étude de fonds de prévoyance, est-ce qu'elle a été faite? Donc, nous, on va faire toute cette vérification-là. Bien, le courtier que vous engagez devrait faire ces vérifications-là, aller chercher la documentation nécessaire pour qu'on puisse montrer ça aux acheteurs potentiels avant même qu'ils fassent une offre d'achat pour qu'ils soient plus informés lorsqu'ils vont faire leur offre d'achat également. Ça va éviter des problèmes plus tard. Donc ça, c'est important. Préparez la documentation. Si vous avez des questions, votre courtier devrait vous orienter dans la bonne direction. Exemple, même vous aider dans la commande d'un nouveau certificat de localisation si vous ne savez pas où aller chercher ça. Les factures, c'est des factures super importants. Pour des plex, les baux, vos renouvellements, ça les prend. C'est obligatoire. OK? Un dossier bien étoffé va s'enligner vers une transaction réussie. Et on a parlé de papier dans la préparation, mais aussi dans la préparation, il y a la propriété elle-même qu'il faut préparer. Donc, si vous vendez votre maison, il y a une différence dans une propriété qu'on habite dedans à tous les jours et une propriété qu'on met en vente. Oui. Les gens, ils aiment peut-être pas ça, là, que je dis ça, mais votre maison doit ressembler le plus possible à un magazine. T'sais, les gens doivent être capables de se projeter dans la propriété avec leurs propres meubles. Donc, il faut épurer la maison autant que possible. Et la prise de photo, c'est la journée la plus importante. C'est le premier coup d'œil. Donc, suivez les instructions que votre courtier va vous donner. Puis, un conseil aux courtiers, ayez pas peur de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bien vendre leur maison. Vous êtes les professionnels. Vous n'êtes pas là nécessairement pour, ces plates-là, faire plaisir. Parce que vous allez là, vous allez rencontrer les gens, vous voulez leur faire plaisir, vous avez peur de leur dire qu'il y a trop de meubles, qu'il faudrait repeinturer, qu'il faut boucher des trous dans les murs. Vous ne les aidez pas. OK? Ayez pas peur de dire les vraies choses. Je vous garantis qu'ils vont vous remercier à la fin de la transaction.
100%. Nous, on ne se cache pas de le dire. On dit, écoute, là, vous nous engagez pour vous dire les vraies choses, puis t'aimerais pas ce qu'on va dire, là, mais il va falloir que tu te loues un locker pour vider ton condo ou ta maison, puis vraiment mettre tes choses en entreposage pour que ça paraisse bien, tu sais, pour la vente. Parce que rentre chez moi aujourd'hui, chez nous, là, aujourd'hui, puis, tu sais, on a vraiment trop de choses, là. c'est pas un magazine pantoute chez nous en ce moment. Mais on le vend pas. Mais quand on vend, c'est autre chose. Et tu parles de, tu sais, repeindre. Repeindre, oui, ça fait une différence. Des fois, les gens vont dire, je vais rénover la cuisine avant de vendre. Ça vaut pas la peine. OK? Aujourd'hui, dans le marché actuel, peut-être que quand le marché va changer, ça va être autre chose. Mais actuellement, tant que la propriété est comme propre, bien entretenue. Donc, nous, même des fois, on va engager des compagnies de nettoyage pour nos clients parce que la propreté fait un meilleur impact sur une cuisine rénovée. Là, si la cuisine rénovée n'est pas bien entretenue, ça, c'est pire qu'avoir une vieille cuisine, mais qui est propre. Fait que... Si la cuisine fait sa job, elle tient les assiettes, elle tient les verres, ça ne tombe pas, puis elle est propre, ça a une valeur aussi. Fait que c'est comme une porte. Tant que il n'y a pas de courant d'air qui passe, même si elle est plus vieille, ça a fait sa job, il n'y en a pas de problème. Il faut que ça soit propre. Et si vous rénovez, faites-le correctement. Ça aussi, je pense qu'on en a déjà parlé dans un ancien podcast là, sur les 5 erreurs à éviter lors de la mise en vente. Là. Mais si vous vous embarquez réellement dans des rénovations, assurez-vous que ça soit fait correctement parce que des fois, justement, les gens vont couper dans les rénos. Ils vont faire ça cheap pour vendre vite, mais si c'est cheap, c'est pas toujours bien fait. Donc, il faut faire attention aussi avec ça. Fait que préparation des documents, préparation de la propriété, hyper important. Pour la prise de photo. Fait après ça, on a bien sûr la prise de photo. Donc, journée photo, c'est pris. Et normalement, nous, en tout cas, la façon qu'on aime fonctionner, c'est qu'on va prendre les photos la semaine avant et normalement, la propriété va sortir sur le marché. Idéalement, c'est le mardi. Au plus tard, le mercredi. Mais ce qu'on veut, c'est sortir ça en début de semaine. Puis commencer les visites peut-être une journée à 2 si la maison n'est pas 100% prête. Mais on veut s'assurer que la maison soit impeccable avant de commencer les visites pour recevoir les gens. Et la première fin de semaine, toujours faire une visite libre. C'est, en tout cas, pour nous autres, c'est notre manière de faire. Mardi, mercredi, mettre la maison en vente. Visite libre le dimanche. Visite libre le dimanche pour maximiser la visibilité. Puis même... Si je vais un petit peu plus loin, puis je vous dis qu'il y a une petite chose de plus qu'on fait, c'est qu'on va aller faire le tour du voisinage. On va aller faire du porte-à-porte, puis on va aller inviter les voisins à peut-être choisir leurs futurs voisins. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens, j'y crois fortement, puis ça nous est arrivé l'autre jour sur une de nos propriétés, qu'on a réussi à vendre la propriété à la sœur d'un des voisins. Ça fait que... on va même aller chercher de la business en allant cogner aux portes avant la journée de 100%. Porte ouverte. Et la visite libre, il y a des courtiers qui y croient plus, mais nous, on y croit énormément. Tu sais, je ne peux pas garantir que votre propriété va se vendre grâce à la visite libre. Tu aimes ça comparer ça au boxing? Dis-le. Moi, je pense que c'est une super bonne analogie. Là. C'est sûr, à un moment donné, tu as beau faire tout le marketing du monde, vidéo, photo, non-branding marketing, porte-à-porte, des appels. On ne sait pas d'où ce que l'acheteur peut sortir exactement. Mais comme à la boxe, c'est rare que tu vas mettre quelqu'un, ton adversaire, KO juste d'un coup. C'est d'avoir plusieurs coups de lancer, plusieurs spots de marketing, je devrais dire, pour faire sortir le bon acheteur. Parce qu'on le répète souvent, plus c'est vu, mieux c'est vendu. Exact. Fait que, on aime aller... Donc, tu le frappes de tous les angles pour essayer de le faire tomber. Peut-être ça va être la visite libre. Peut-être ça va être Facebook, Instagram, des appels, des infolettes. On ne sait pas d'où ce que ça va sortir, mais garanti qu'on va faire sortir l'acheteur pour votre propriété. Parfait. Et là, on a une offre d'achat qui rentre. Yes. OK? Donc, une offre d'achat rentre, même on espère des fois plusieurs, mais on accepte une offre d'achat. OK? Parce que des fois, by the way, là, dans une offre d'achat, quand tu en reçois une, elle soit au prix, elle soit en dessous, elle soit au-dessus. Hein? On a 3 options, puis on a 3 options de comment réagir, accepter, refuser. Ou vous pouvez faire également une contre-proposition à l'offre d'achat. OK? Nous, on ne croit jamais à refuser une offre d'achat. Exact. OK? On dit toujours, c'est soit qu'on l'accepte ou soit qu'on lui fait une contre-proposition.
Puis des fois, on a même fait des contre-propositions très, très proches du prix qu'on avait déjà affiché, là, tu sais. Puis on a finalement trouvé entente au final avec les acheteurs, mais on ne refuse jamais une offre. Ça, c'est notre mentalité à nous. Parce qu'on a un acheteur qui est intéressé, essayons de travailler avec. OK? Exact. Donc, on peut faire des contre-propositions, même à plusieurs reprises. Là. C'est pas vrai que tu dois juste en faire une, puis s'il l'accepte pas, c'est fini. Non, lui, il peut nous faire une contre-proposition aussi. Mais je trouve que c'est important de le mentionner parce qu'on on parle de toutes les étapes de la vente. Bien, ça fait partie d'une étape de la vente également, de possiblement faire une négociation dans la contre-proposition. OK? On accepte une offre d'achat. Est-ce qu'on célèbre? Non, pas tout de suite. Parce qu'avec l'offre d'achat, un coup que c'est accepté, il y a des conditions. Les plus communes, financement, ensuite l'inspection et, je pourrais dire, lecture des documents. Il peut y avoir aussi, présentement, conditionnel à la vente de ma maison. C'est pas mal les conditions qu'on voit les plus régulières, standards. Un délai standard pour un financement, on parle d'environ 14 jours. Oui. Un délai standard pour une inspection, peut-être 10 jours. Oui, même là, ça peut être un peu moins. Ça sera entre 8 et 10 jours. Mais avec la clause d'inspection, il y a un 4 jours supplémentaire. Fait que si, exemple, on met 10 jours pour faire l'inspection, c'est toujours plus 4. C'est 8 jours plus 4, on tombe à 12. Donc, super important. Documents. Exactement. Puis là, il reste la clause des documents, qu'on parle peut-être d'un 7 jours pour passer à travers toute la lecture des documents. Plus la réception. Fait que souvent, ça va être encore un autre délai total d'entre 10 à 14 jours pour la lecture des documents. Ce qui va être plus commun dans une propriété comme d'investissement où il y a des baux, il y a des locataires, ou c'est une copropriété. Exactement. Il y a des conditions de vente. C'est certain que si vous achetez à l'extérieur de Montréal, il y a une fosse septique. Il y a plein d'autres conditions qui peuvent être ajoutées à une offre d'achat. Mais les plus standards, c'est ceux que vous avez dit. Puis les délais, c'est ce que tu peux t'attendre à avoir en termes de ton offre d'achat. Les inclusions-exclusions, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler parce que des fois, les gens vont nous poser la question, si j'inclus mes électros, est-ce que ça ajoute de la valeur? Qu'est-ce que tu réponds? Non, ça ajoute pas de valeur. Puis tu as dit quelque chose aujourd'hui qui était quand même intéressant. Je vais te laisser le dire. Je suis contente que tu l'amènes. J'allais justement en parler. Mais, ça dépend le type de propriété aussi. Ouais. Au Québec, c'est intéressant comparativement. Je vais juste faire une petite parenthèse avant de le dire. Là. Au Québec, c'est intéressant parce qu'on est, je pense, la seule province au Canada, en tout cas, qui inclut pas de base les électroménagers. Moi, on a quand même beaucoup d'acheteurs qui nous viennent de d'autres provinces ou même de l'extérieur du pays qui achètent avec nous. Puis eux, c'est normal que ça soit tout inclus. Mais au Québec, il y a pas mal le lave-vaisselle, des fois, qui est inclus. Mais mis à part ça, ton frigo puis le poêle, il est souvent pas inclus. Donc, dans la plupart des maisons aussi, je dirais, unifamilial, standard dans la moyenne, si ça c'est inclus, pas inclus, c'est pas la fin du monde. Mais quand on tombe dans une propriété comme aujourd'hui qu'on est allé voir, qui est une propriété plus de luxe, faut garder les électroménagers, OK? Laveur-sécheuse, peut-être que ça, on peut s'en passer. Ça, c'est pas la fin du monde. Mais que le client arrive, puis surtout si tu déménages avant la vente, là, puis il est même plus là. Fait que les clients, ils viennent visiter ta belle propriété de luxe, là, OK? Puis là, ils arrivent, puis en plein milieu où le four est censé être, il y a juste un trou. Mais ça ajoute pas de valeur, mais je peux te dire que ça t'enlève de la valeur dans un certain sens. Fait que le coup d'œil n'est pas pareil. Le coup d'œil n'est pas beau, là. Ça, c'est pas pareil. Puis d'ailleurs, tu parlais de, quand on a dit tantôt, tu seras peut-être pas content de ce qu'on va te dire, mais aujourd'hui, on a dit aux gens, vous allez laisser le four-là, puis vous allez aller vous en acheter un autre. Ils voulaient repartir avec leur four, mais... Quand on parle de propriété de luxe, là... Il y a certaines choses qui... C'est des non négociables dans un certain sens. T'sais. Exact. Encore une fois, ça ne va pas nécessairement les faire vendre plus cher leur condo parce que le four est inclus, mais ça va faciliter la vente. Exactement. Ça va mieux vendre. Exactement. Donc, inclusion, exclusion, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Il faut juste garder en tête que si vous mettez dans une exclusion quelque chose qui est vissé au mur, OK? Parce que n'importe quoi qui serait vissé au mur est techniquement inclus, OK, dans la vente. Si vous l'enlevez, vous êtes techniquement responsable de repatcher ces trous-là. Fait que ça, c'est un autre point, là. Donc, votre chandelier, là, si vous y tenez beaucoup, il faudrait le remplacer par une autre lumière. Exact. Pas la même chose, mais c'est un point important. Exactement. Fait que les inclusions, les actions. Puis, honnêtement, conseil pour les acheteurs, des fois de savoir, parce que moi, c'est arrivé souvent que je savais que les vendeurs quittaient pour un condo. Ils downsizaient. Puis là, il y avait comme une tondeuse,
une souffleuse, des choses qui n'avaient plus besoin parce qu'elle est dans un condo. Ben, moi, je les incluais. Parce que si c'était les premiers acheteurs, ils n'ont pas de tondeuse, ils n'ont pas de souffleuse, ils sont super ils n'ont contents. pas de pelle. Fait que souvent, les gens vont être quand même contents de vous les laisser. Puis, quand tu dis qu'ils sont contents, puis ça, c'est important de créer une relation acheteur-vendeur qui est positive. Vous n'allez pas en guerre, là. Puis tu l'as mentionné tantôt. Les gens, ils ont des émotions. C'est des émotions vendre une propriété, autant pour l'acheter, mais pour la vendre aussi. Ça fait que si tu vas à la guerre dans tes négociations, dans ta relation, plus souvent qu'autrement, ça ne marche plus, ce genre de négociation-là. Fait que tu es mieux de créer une relation, puis à la fin, ça va être une situation qui va être win-win, comme on dit. Gagnant-gagnant. Exact. Vous allez en avoir pas mal plus à la fin que moins. 100%. Garantie légale, sans garantie légale de qualité, super important d'en parler rapidement. Là. On a déjà fait des vidéos là-dessus. Si vous avez des questionnements à ce niveau-là, vous pouvez nous contacter. Mais quand on met une propriété en vente, on a le choix de le vendre avec garantie légale de qualité et sans garantie légale. Avec garantie légale veut dire que vous êtes responsable à vie, en passant. Oups, j'ai frappé le micro. J'espère que je n'ai pas été trop grave. Mais à vie pour les vices cachés. OK? Vice caché, c'est quelque chose que personne n'est au courant, même pas vous en tant que vendeur. OK? Si vous décidez de vendre sans garantie légale de qualité, à ce moment-là, vous n'êtes pas responsable pour les vices cachés, mais vous êtes toujours responsable pour les dols. Donc, quelque chose que vous êtes au courant, mais que vous avez omis, parce que ça, c'est pas un vice caché, c'est simplement de la fraude. Donc, c'est important de tout divulguer. Donc, votre courtier immobilier, encore une fois, va remplir la déclaration du vendeur avec vous lorsque vous allez mettre votre propriété en vente. Ça fait partie de les papiers à préparer. Donc, ça, c'est important, OK? Et là, les gens, ils vont des fois dire, ben dans ce cas-là, je vais juste vendre sans garantie légale de qualité. Je veux pas avoir une responsabilité à vie. La réalité, c'est que ça pourrait impacter la valeur de la propriété ou, au fond, dissuader certains acheteurs de considérer votre propriété. Il doit y avoir des vraies raisons pour vendre sans garantie légale de qualité. Raison valable, vous avez acheté vous-même sans garantie légale de qualité. Ça, dans ce cas-là, c'est normal de vendre sans. Ou c'est une location, c'est une succession, c'est une reprise de la banque. Vous ne l'avez jamais habité. Voilà. Vous avez des questions, vous nous contactez. Ça va nous faire plaisir. Okay. Ben, j'ai vraiment un poil sur la bouche. Et dernière étape, ben là, tout est finalisé. Les conditions de l'offre d'achat sont finalisées. Il reste juste deux choses. Signer chez le notaire et remettre les clés. Ouais. Mais les deux ne sont pas toujours la même date. OK? Puis ça, c'est quelque chose, encore une fois, au Québec qui est particulier parce que le reste du Canada ne fonctionne pas comme ça. La plupart du Canada, eux, ils font des bridge loans. Donc, c'est quoi? Des prêts-ponts. Prêt-ponts. Au Québec, on appelle ça. Mais au Québec, c'est pas très commun. Nous, ici au Québec, souvent, vous allez vendre et 7 à 14 jours plus tard, vous allez redonner les clés à l'acheteur, le temps que vous puissiez acheter votre propriété, déménager vos choses et ensuite vous remettez les clés quelques jours plus tard. Donc, on appelle ça un peu la période de grâce au Québec. Donc, le notaire et la date d'occupation peut être beaucoup plus loin que la date qu'on accepte l'offre d'achat originalement. Puis je pense que les gens, ils réalisent pas ça des fois. Des fois, les gens vont dire « je veux vendre, mais seulement à l'automne. » Tu sais, mais ça veut pas dire qu'on ne devrait pas commencer justement le processus de préparer la propriété puis de la considérer pour la mettre sur le marché. Il ne faut pas attendre à l'automne pour le mettre sur le marché parce que souvent, justement, vous allez mettre votre propriété sur le marché, le temps de faire visiter, faire recevoir une offre d'achat, les conditions, tout ça. L'acheteur, lui, peut-être il ne sera pas prêt à le prendre immédiatement, mais vous allez signer chez le notaire peut-être seulement 2 mois ou 3 mois plus tard après avoir accepté votre offre d'achat. Donc, il y a un délai de temps à considérer également. Donc, des fois, les gens ils disent « Ah, mais je suis pas dans un rush, je suis pas dans un rush. » C'est correct, c'est même mieux comme ça de ne pas être dans un rush, OK? Mais juste parce qu'on met en vente aujourd'hui, ne veut pas dire que vous déménagez demain si vous acceptez une offre d'achat. Souvent, il y a quelques semaines qui vont se passer entre ce temps-là. OK? Fait qu'il ne faut pas paniquer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ben, je pense que c'est important d'être bien accompagné là-dedans parce que c'est de la planification. Puis, des fois, ça peut être 1, 2, 3, 4 transactions qui suivent. Donc, c'est une grosse gestion de date. Ça fait que c'est important d'avoir un courtier qui va être avisé. Puis je pense que tu voulais rentrer là-dessus parce que
là, ça conclut pas mal. Puis moi, je voulais juste faire un petit point. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on a fait le tour, tu sais. On a parlé de la préparation, la maison, documents, etc. Mais je trouve qu'une des étapes la plus importante, c'est de choisir le bon courtier. Puis souvent, on fait des blagues, appelez-nous, blablabla. Mais moi, je vous recommande fortement d'en rencontrer 2, 3 des courtiers. Parce que vous devez être capable de parler avec la personne que vous allez choisir. C'est un moment qui est hyper important dans votre vie, probablement la plus grosse transaction que vous allez faire aussi. Ça prend une complicité. Il faut être capable de dire les vraies choses. Ayez pas peur de poser des questions non plus au courtier que vous allez rencontrer. Fait combien d'années que tu fais ça? Tu en vends combien par année? C'est quoi tes stratégies? C'est quoi tes stratégies? C'est quoi tes plans? T'sais, ton plan, moi, je le dis souvent, moi, j'aime pas ça. Le dentiste, il me fait peur. Parce que si j'ai un traitement de canal à me faire faire, je préfère avoir un dentiste qui en a fait 300 cette année qu'un autre qui en a fait 3-4. Hein. Ça fait que assurez-vous de poser les bonnes questions puis vous sentir en sécurité avec le courtier que vous allez choisir. Trop de personnes, des fois, vont demander « tu charges combien ?» puis se baser juste là-dessus pour faire leur choix. C'est plus gros que juste une commission. Choisir la personne qui va réaliser votre projet. Comme je disais tantôt, ce n'est pas une paire de chaussures que vous vendez, là. C'est une maison qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, prenez le temps de choisir la bonne personne qui fit avec vous autres puis que vous êtes capable de communiquer avec sans barrière. Et qui est capable de vous montrer ses compétences, qui va pouvoir vous livrer la marchandise. Parce que si vous signez pas cher, mais que vous ne vendez pas... pas mieux. C'est pas mieux, exactement. Donc, je pense que ça conclut notre podcast aujourd'hui. Ça a été plus long, mais très informatif. Fait que si vous êtes dans le processus, vous pensez « je veux vendre », j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui à écouter ce podcast. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez réellement le projet de vente, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et sinon, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, guys.